Bon, bonsoir à tous. Si vous le voulez bien, nous allons débuter. Tout d'abord, je voulais vous dire bienvenue à l'édition 2021 de la Fête de la Science organisée par l'AFM Téléthon, qui s'appelle l'Apéro Labo. Je m'appelle Elia, je suis salariée de l'AFM Téléthon et je travaille au pôle communication au service de presse. Je suis donc la modératrice de cet apéro labo. Donc, c'est moi qui vous ai demandé de couper vos micros. Évidemment, vous pourrez les rallumer en fin d'intervention lorsque les chercheurs ont terminé leur présentation afin de leur poser des questions. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Alors, deux mots en attendant, avant de débuter, de laisser la parole à Christine, qui organise cet apéro labo. Donc, vous savez que c'est c'est notre association, la FM Téléthon, qui est une association de malades et de parents de malades, dont le combat vise à mettre au point des médicaments innovants et à aider les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec leurs pathologies rares, évolutives et pour beaucoup incurables. Notre association développe une stratégie d'intérêt général et finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes, les maladies de l'œil, du foie, du sang, de la peau, du muscle, des déficits immunitaires. Et là, ce soir, on est là pour entendre des chercheurs qui travaillent à la fois, qui travaillent pour certains sur les maladies de la peau et sur d'autres sur les maladies de l'œil. Alors, je fais rentrer des gens dans la salle d'attente, voilà. Et je poursuis mon petit speech. Grâce à vous, vous êtes peut-être donateur, vous êtes peut-être adhérent ou bénévole d'une animation Téléthon. Les premières victoires sur la maladie arrivent. Des centaines de malades sont traités de par le monde grâce au travail de ces chercheurs que vous allez écouter ce soir, financés par le Téléthon. Mais vous savez aussi, malheureusement, des milliers d'autres familles attendent encore un traitement. Les chercheurs ont encore beaucoup, beaucoup de travail. Le temps de la recherche est long, mais grâce à vous, grâce aux dons du Téléthon, cette recherche avance à grands pas. Et en fait, cet apéro au labo, c'est justement pour partager avec vous en toute transparence sur ces avancées. Donc ce soir, comme vous le savez, c'est Christine Baldeschi, Julien et Christelle qui vont vous parler de leur recherche au laboratoire ISTEM. Bonsoir, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais couper le micro de la personne qui vient d'arriver parce que, évidemment, elle ne l'a pas coupé. Et donc, comme je vous le disais en préambule, je vous remercie d'éteindre vos caméras et votre caméra et vos micros, s'il vous plaît. Et donc, je vais laisser la parole à Christine, qui, elle, va allumer son micro. C'est parti. Et tu mets là-dessus. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Christine Baldeschi et on travaille au laboratoire ISTEM. Donc là, c'est juste une diapositive pour vous présenter notre laboratoire. Donc, c'est un institut des cellules souches pour l'exploration et le traitement des maladies monogéniques. Il a été créé en 2005 en partenariat entre l'AFM, comme vous l'a présenté juste avant notre collègue, et l'INSERM. Donc, notre institut a plus de 80 personnes et on a 3 mots-clés pour lesquels on s'attache, qui sont les cellules souches pluripotentes, les maladies monogéniques et la thérapeutique. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter ce que sont les cellules souches qu'on utilise pour la thérapie cellulaire en particulier. Donc, ces cellules souches sont principalement de 2 types, ces cellules souches pluripotentes. Soit elles sont issues de la fécondation in vitro à partir du stade blastocyste, comme vous voyez ici, soit elles sont obtenues à partir de cellules adultes. Comme vous voyez, on prend une biopsie de peau ou des cellules de sang et avec un cocktail de petits facteurs, on les reprogramme dans une boîte de pétri pour obtenir ce qu'on appelle des cellules souches induites à la pluripotence.
Donc, on travaille tout sur le laboratoire, sur ces deux types de cellules souches, qu'elles soient d'origine embryonnaire ou obtenues après une reprogrammation. Donc, ces deux souches, ces cellules souches pluripotentes, ont des capacités de prolifération qui sont infinies, comme on voit ici. Vous voyez sur cette vidéo, elles sont capables de proliférer, de s'auto-renouveler indéfiniment. Et ces cellules souches ont une deuxième propriété, c'est qu'elles sont capables de donner naissance à tous les types cellulaires de l'organisme, tels que des cellules de l'œil, des cellules des os, des cellules du sang et des cellules de la peau. Et dans le laboratoire, à partir de ces cellules souches, on les utilise pour 3 types d'applications qui sont dans un premier lieu tant la thérapie cellulaire, ensuite la modélisation pathologique et pour finir la recherche de médicaments. Et nous, dans notre équipe, à la fois Christelle, Julien et moi-même, on va vers des essais cliniques de thérapie cellulaire, à la fois pour la rétine, pour les rétinites pigmentaires et pour la peau dans 2 types d'ulcères, des ulcères superficiels et des ulcères un petit peu plus profonds. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on fait avec ces cellules souches pour le traitement des maladies de la peau. Donc comme vous le savez, la peau est l'organe le plus grand du corps humain. Il représente à peu près 16% de son poids total, soit environ 2 mètres carrés chez l'adulte. Et cette peau a pour principale fonction des fonctions barrières qui vont vous protéger contre les agressions extérieures, une fonction de régulation, des fonctions sensitives et des fonctions métaboliques, ainsi qu'un rôle immunitaire. Donc cette peau est composée de 3 couches principalement. Vous avez l'épiderme, qui est la couche la plus superficielle, le derme, qui est juste en dessous, et encore plus en dessous, vous avez l'hypoderme. Et dans cette peau, on a des types cellulaires qui sont les kératinocytes, qui vont former l'épiderme. Les mélanocytes, ce sont des cellules qui vont donner la couleur à la peau, la pigmentation. Et en dessous, dans le derme, vous avez les fibroblastes et des cellules endothéliales qui vont vasculariser l'ensemble de la peau. Et lorsque vous avez des atteintes dans l'un de ces types cellulaires, vous pouvez avoir plusieurs types de maladies de la peau, soit des maladies génétiques pour lesquelles également on s'intéresse, telles que les épidermolyses bulleuses, ce sont des décollements entre l'épiderme et le derme, des ulcères, soit vous pouvez avoir des brûlures, soit des maladies de la pigmentation, telles que le vitiligo. Et les principales thérapeutiques utilisées jusqu'à présent, ce sont des thérapies cellulaires de la peau, à partir desquelles on prend une biopsie de peau, on amplifie les cellules de la peau qui sont les kératinocytes, qu'on peut soit corriger génétiquement dans le cas de maladies génétiques ou pas, et les amplifier pour en avoir une grande quantité qu'on pourra ensuite regreffer chez le patient. Mais il y a une limitation, on ne peut pas obtenir de très grandes quantités de cellules à partir de ces biopsies de peau. Donc nous, au laboratoire, on a développé des protocoles qui, à partir de cellules souches pluripotentes, comme on vous l'a dit, qui se multiplient indéfiniment, on pouvait obtenir de grandes quantités de kératinocytes, donc ces cellules de l'épiderme. Et on a montré en 2009 que ces cellules étaient complètement fonctionnelles lorsqu'on les déposait sur des inserts de polycarbonate et qu'on les mettait à l'interface air liquide pour mimer ce qui se passait chez l'homme. Elles étaient capables de reproduire un épiderme pluristratifié, in vitro, ou lorsqu'on les greffait sur des souris immunodéficientes, on avait un épiderme complètement fonctionnel qui était capable de s'auto-renouveler pendant 3 mois. Donc, suite à ces résultats, on a voulu se diriger vers une thérapie cellulaire de l'épiderme pour le traitement d'ulcères de jambes associés à la drépanocytose. Donc, la drépanocytose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie génétique rare qui touche une personne sur 3000. Et chez ces patients, on a dans 5 à 20% des cas des complications avec la formation d'ulcères. Vous voyez ici, ce sont des ulcères qui sont chroniques et sévères et qui sont vraiment invalidants chez le patient, qui peuvent rester comme ça pendant plusieurs mois sans cicatriser. Et il avait été montré que des thérapies cellulaires étaient efficaces lorsqu'on greffait de la peau autologue, c'est-à-dire un bout de peau qu'on prélevait ailleurs chez le patient, on pouvait cicatriser ces ulcères. Mais lorsqu'on prélevait ce bout de peau ailleurs, on créait à la zone de prélèvement un nouvel ulcère. Donc, c'était peu envisageable comme type de thérapeutique. Donc, nous, on se propose, à partir de nos cellules souches pluripotentes
de les dériver en kératinocytes et de réaliser ce qu'on appelle un substitut épidermique qu'on viendra greffer sur les ulcères de ces patients. Donc, on va vers ce type de thérapeutique pour plusieurs raisons, en plus d'un besoin majeur, car ces ulcères sont assez petits. Vous voyez, ils font à peu près 10 cm². Ils sont superficiels, il n'y a que la couche de l'épiderme qui est atteinte. Donc, on va pouvoir venir déposer que nos kératinocytes. Et ces greffes sont facilement accessibles. On va pouvoir suivre l'ensemble de la greffe. Donc, pour ce faire, on a dû, j'allais dire, développer un nouveau process de production de nos cellules en conditions grade clinique, car le procédé qu'on avait développé, c'était un procédé de laboratoire pour lequel on utilisait des composés qui n'étaient pas compatibles avec une utilisation chez l'homme. Donc, on a mis à peu près 10 ans à optimiser notre process de différenciation pour arriver à produire à peu près 1 milliard de kératinocytes dans des conditions compatibles chez l'homme. Donc, lorsqu'on a réussi à montrer qu'il était possible de produire ces 1 milliard de kératinocytes en grade clinique, on a ensuite dû trouver une matrice pour pouvoir déposer nos kératinocytes pour qu'ils forment un épiderme. Et pour cela, on a identifié du plasma. Donc, en collaboration avec l'EFS à Nantes, on a obtenu du plasma qu'on a fait polymériser, donc faire devenir sous forme d'un gel sur lequel on vient déposer nos kératinocytes pour former ce qu'on appelle un épiderme in vitro. Et on a vérifié que notre procédure de différenciation à partir des kératinocytes permettait, lorsqu'on greffait cet épiderme sur la souris, de former un épiderme pluristratifié fonctionnel 3 mois après la greffe. Donc, fort de ces résultats, on est en route pour l'essai clinique sur les ulcères de jambes de drépanocytose et en collaboration avec l'EFS, qui est l'établissement pharmaceutique, on va produire plus d'1 milliard de kératinocytes, réaliser ces épidermes et on est en train de travailler sur une petite boîte de transport permettant de transporter nos épidermes vers les hôpitaux pour les greffer chez les patients. En parallèle, on vérifie, je dis, la sécurité de notre banque de cellules en faisant des études de toxicologie et de biodistribution sur la souris pour vérifier que nos banques de cellules ne forment pas de tératomes, ce sont des tumeurs bénignes. Et on espère pouvoir déposer notre demande d'essai clinique l'année prochaine pour que les patients puissent être greffés en 2023. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Julien qui va vous expliquer ce qu'il fait sur des maladies beaucoup plus fréquentes. Bonjour, merci Christine. Moi, je vais parler également des approches de thérapie cellulaire qu'on développe également sur les maladies de la peau. Mais comme Christine l'a dit, nous, on travaille sur des maladies qui sont plus fréquentes. Et en fait, il existe différentes pathologies qui peuvent affecter la peau. Et ces différentes maladies vont causer des atteintes différentes dans la peau. Donc, comme vous l'a dit Christine, il y a plusieurs couches dans la peau. Elle vous a parlé des atteintes superficielles, notamment au niveau de la couche la plus superficielle, au niveau de l'épiderme, qui vont nécessiter des greffes d'épiderme artificielles. Donc ça, c'est par exemple le cas des ulcères drépanocytaires. Et il peut exister des atteintes qui sont plus profondes dans le tissu cutané, par exemple dans le cas des grands brûlés ou dans le cas des ulcères de pied diabétiques. Donc ça, c'est des pathologies qui atteignent, qui sont plus sévères en termes de profondeur de tissu lésé, où là, il va falloir apporter non pas que de l'épiderme, mais aussi du derme pour pouvoir soigner les patients. Donc, je vais vous faire un bref rappel sur le diabète. On peut se dire le diabète, bon, ok, pourquoi, quel est le rapport avec la peau? En fait, c'est une maladie métabolique qui est liée à la gestion de l'insuline, et notamment la gestion du carburant de l'organisme, à savoir le sucre. Et le diabète, c'est une maladie qui touche environ 5,2% de la population française en 2019. Donc, si on se rapporte au nombre d'habitants en France, qui est environ de 70 millions, il y a aux alentours de 3,6 millions de diabétiques. Et parmi ces personnes,
0,5 à 3% des patients vont développer des ulcères cutanés parce que en fait, l'irrigation des membres inférieurs va être diminuée, l'afflux sanguin dans les membres inférieurs va être diminué. Donc ça fait environ 20 à 100 000 patients qui sont atteints de ces ulcères profonds et qui sont très invalidants et très, très difficiles à soigner. Donc, comme je vous le disais, il peut y avoir plusieurs niveaux d'atteinte, des atteintes superficielles ou des atteintes plus profondes, qui vont chacune nécessiter des apports en thérapie cellulaire différents. Donc, le principe est le même que celui que Christine vous a présenté précédemment. À partir de cellules souches pluripotentes, on va les différencier en, cette fois-ci, non pas que des kératinocytes, mais en différents types cellulaires de la peau. Les kératinocytes, qui vont former la partie de l'épiderme, et les fibroblastes, qui sont les cellules qui vont être présentes plus profondément dans la peau et qui vont notamment permettre de sécréter la matrice, les protéines de la matrice qui composent la majeure partie de notre peau. On va donc mélanger ces cellules avec la matrice de support pour finalement arriver à la reconstruction d'une peau artificielle qui pourra ensuite être transplantée chez la souris ou chez le patient. Donc, je vous ai mis ici une petite vidéo de à quoi ça peut ressembler. Alors, in fine, ça ne ressemblera pas à ça puisque ça sera dans un support adapté à l'utilisation chez des patients. Là, mais ça vous donne une petite idée de à quoi ressemble une peau artificielle qu'on peut créer en laboratoire. Voilà, donc ça, c'est les gels de fibrine dont Christine vous a parlé tout à l'heure. Et donc, comme je vous le disais, c'est une maladie qui est quand même beaucoup plus fréquente que les ulcères drépanocytaires dont parlait Christine. Donc, il y a beaucoup plus de patients. Et beaucoup plus de patients implique qu'il va falloir produire beaucoup plus de cellules et beaucoup plus de greffons. Et donc, comme nous, l'humain est assez vite limité en termes de production, de temps, et puis l'erreur est humaine, donc on peut aussi faire il peut parfois se passer des problèmes dans les productions. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, on va commencer à utiliser des robots. Alors, ce n'est pas vraiment ce type de robot-là. Et en fait, c'est des robots qui vont permettre d'automatiser la culture cellulaire pour réduire les erreurs que pourrait faire l'humain et produire en beaucoup plus grosse quantité. Donc, le robot qui est présenté ici, c'est le Compact Select, vous pouvez voir ici sur la petite image. Et à gauche, c'est un film de l'intérieur du robot. Vous pouvez voir ici un bras anthropomorphe, c'est-à-dire un bras artificiel qui va mimer en fait les mouvements que nous faisons en culture cellulaire, que l'humain fait, et qui va permettre de faire de la culture de cellules à très grande échelle en parallèle. Et en fait, le robot, il va pouvoir travailler tout seul, nuit et jour, dès qu'il y a des choses à faire, il va le faire de manière automatisée, sans aucune erreur et sans risque de contaminer les cultures. Donc vous pouvez voir là en bas à gauche, c'est une différenciation de cellules souches pluripotentes en kératinocytes. Et ici, à droite, c'est de la culture de cellules, de la culture de kératinocytes où on voit les cellules se multiplier. Donc une fois qu'on a obtenu nos différentes banques de cellules, les kératinocytes et les fibroblastes, et qu'on les a mis sur notre matrice compatible avec une utilisation chez l'humain, eh bien, comme il y a beaucoup de patients, c'est difficile de produire d'un coup, de produire au jour le jour toutes ces productions de pansements artificiels, de peau artificielle. Donc on va essayer de les congeler et de les stocker dans des grosses cuves d'azote liquide comme ça pour une durée de 1 an, 2 ans, 3 ans et qui puissent être décongelés au jour le jour quand il va falloir utiliser cette peau artificielle pour greffer un patient. Donc, vous pouvez voir ici une image d'une des couches une image de microscopie en fluorescence d'une des couches de la peau artificielle que nous sommes capables de recréer en laboratoire, où vous voyez chaque couleur
représente un type cellulaire différent dans cette architecture. Donc, qu'est-ce qui nous reste sur ce programme pour aller vers l'essai clinique? Eh bien, nous, chez CECS System, on est en train de construire la montée en échelle et finalement de s'orienter vers des procédés de plus grande échelle, donc des procédés qui pourront ensuite être industrialisés, notamment à l'aide des robots dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, tous ces protocoles-là qu'on a développés à un niveau recherche, nous, on n'a pas les accréditations, évidemment, pour produire des cellules de grade pharmaceutique. Donc, il va falloir auprès de notre partenaire, celui dont vous a parlé Christine, le FSABG à Nantes, qu'on transfère les connaissances et les technologies et les techniques qu'on a développées dans notre laboratoire vers notre prestataire, notre partenaire, qui est lui accrédité à faire de la production de cellules de grade pharmaceutique. Donc une fois qu'on aura effectué ces transferts technologiques, l'EFS sera en mesure de produire des banques cellulaires des deux types précédemment mentionnés et de produire les pots artificiels reconstitués pour, on espère, pouvoir lancer les premières phases d'un essai clinique d'ici 2025. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Christelle, qui va vous parler de l'utilisation des cellules souches pour le traitement des maladies liées à la rétine. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, moi, je me présente. Je suis Christelle Monville. Je suis professeure d'université à l'université Évry-Val d'Essonne. Et au laboratoire ISTEM, en fait, je suis responsable d'un groupe qui travaille sur les pathologies de la rétine. Alors, on va changer d'organe, mais vous allez voir que les objectifs sont un peu similaires à ce qui vient de vous être présenté sur la peau. Et donc, diapositive suivante. Merci. Donc, nous, on travaille sur les pathologies de la rétine. Alors, juste pour vous rappeler un petit peu comment c'est organisé, hein, une rétine humaine, c'est organisé en différentes couches de cellules. Et ici, vous avez un schéma hein, qui vous montre les différentes couches cellulaires. Et vous avez des cellules qu'on appelle les cellules photosensibles, qui sont les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, hein, ça doit vous dire quelque chose, qui sont responsables de la vision, puisqu'elles vont convertir un signal lumineux en signal électrique qui va ensuite repartir vers le nerf optique qui est représenté ici tout en haut du schéma et qui va être envoyé au cerveau pour que celui-ci fabrique des images comme celles qui sont représentées en haut à droite. Donc c'est vraiment les cellules, on va dire, principales de notre vision. Mais juste en dessous, il y a des cellules qui sont représentées ici en jaune, qui sont des cellules de soutien et qui sont un petit peu les babysitters de ces photorécepteurs, puisque ces cellules de soutien vont apporter notamment les nutriments, donc à manger aux photorécepteurs, vont nettoyer les photorécepteurs, bref, vont faire tout un tas de fonctions qui sont indispensables à ces cellules photosensibles. Et donc, lorsque ces cellules de soutien vont mal fonctionner ou vont dégénérer, on va avoir des problèmes de vision. Alors, c'est le cas dans les rétinites pigmentaires. Les rétinites pigmentaires, c'est une famille de maladies. Ce sont des maladies monogéniques. Ça représente environ 40 000 patients en France, ce sont des maladies rares. Et en fait, il existe plusieurs types de rétinites pigmentaires. Il y a à peu près 80 gènes différents qui ont été décrits. Et les mutations peuvent soit concerner les photorécepteurs, soit concerner les cellules de l'épithélium. Alors, quand ces mutations concernent les photorécepteurs, alors ça correspond à peu près à 95% des rétinites pigmentaires, eh bien, les récepteurs vont se mettre à dysfonctionner et généralement vont se mettre à mourir. Alors, les rétinites pigmentaires, ce qui est commun à l'ensemble des patients, c'est qu'il va y avoir une perturbation de la vision périphérique, hein, d'où l'image de la vision en tunnel, hein, la périphérie est perdue, et donc il y a une vision qui se retrouve un petit peu au centre, mais de façon tunnellaire. Et puis, il y a une perte de la vision, généralement de nuit en basse lumière, ou une photosensibilité, c'est-à-dire une hypersensibilité à la lumière. Alors, quand les mutations, diapositive suivante,
concerne les cellules de soutien, donc les cellules de l'épithélium. Ça représente donc 5% à peu près des patients atteints de ces rétinites pigmentaires. Eh bien, les cellules de l'EPR vont perdre leur fonction. Diapositive suivante. Elles vont éventuellement mourir, mais ce n'est pas toujours le cas. Et diapositive suivante. Ça va entraîner par contre, dans un second temps, la perte des photorécepteurs et donc la perte de vision. Donc ce sont des maladies qui sont un petit peu plus progressives, mais qui peuvent se déclarer généralement autour de 15-20 ans. Ça dépend un petit peu de type de pathologie ou un petit peu plus tard dans la vie, hein, ça dépend. Donc l'idée, diapositive suivante, c'est quelles sont les stratégies finalement thérapeutiques que l'on a pour ces pathologie rétinienne, ça va un petit peu dépendre de la progression de la maladie, à quel stade finalement on en est dans la maladie. Si on est très très tôt dans la maladie, ce qui est représenté ici à gauche, qui a encore quelques photorécepteurs, encore quelques cellules de l'EPR, on peut essayer de corriger les mutations par thérapie génique, ou on peut essayer d'apporter des facteurs qui vont protéger les photorécepteurs. Pour la thérapie génique, il existe notamment un médicament qui est maintenant sur le marché, un médicament de thérapie génique qui s'appelle le Luxturna, mais qui corrige une seule mutation, qui est la mutation RPE65. Et puis quand on est très avancé dans la pathologie, ce qui se passe à droite, eh bien on peut proposer des prothèses ou, diapositive suivante, la thérapie cellulaire, et c'est évidemment ce que je vais vous présenter maintenant. Donc l'idée qu'on a eue évidemment au laboratoire, alors on n'est pas les seuls dans le monde, hein, il y a d'autres essais cliniques en cours qui sont aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou au Japon, c'est de fabriquer ces cellules de soutien, cette fameuse épithélium qui est représentée en jaune, et de venir le greffer avant que l'ensemble des photorécepteurs soient perdus. Alors, on utilise pour ça les diapositives suivantes. On utilise pour ça effectivement les cellules souches qui vous ont été présentées juste avant, ces fameuses cellules qui sont capables de proliférer et de donner tous les types cellulaires. Alors, on est un petit peu des cuisiniers, hein. Il faut avoir les bonnes recettes de cuisine pour que les cellules souches deviennent soit des cellules de la peau, soit des cellules de la rétine. Donc nous, on fabrique des cellules de l'épithélium, elles sont représentées sur la droite, ce sont des cellules qui s'accrochent les unes aux autres, qui sont pigmentées, hein, on voit très bien la pigmentation, alors elles sont plus ou moins marron, mais ça c'est normal, c'est ce qui se passe aussi dans notre œil. Il faut à peu près 2 mois pour les obtenir. Alors pour obtenir ce protocole, on a travaillé là aussi plusieurs années hein, pour déterminer quelle était la bonne recette de cuisine pour obtenir ces cellules-là. Et diapositive suivante. Évidemment, on ne travaille pas tout seul, hein, on collabore. Ah, pardon, je peux revenir en arrière, excuse-moi. Ouais, on ne travaille pas tout seul dans ce programme, on travaille avec l'Institut de la Vision, l'hôpital des 15-20 où est mené l'essai clinique, l'hôpital de Saint-Louis et la banque de tissus qui travaillent avec nous depuis longtemps, l'Institut des biothérapies de l'AFM et le laboratoire Roslincel qui nous a fourni la lignée. Et donc, diapositive suivante. Une fois qu'on a obtenu ces fameuses cellules de la rétine, hein, ces cellules épithéliales, on va les déposer sur une membrane biologique de façon à ce qu'elles forment un épithélium. Et donc, pour ça, vous avez une image juste en dessous en microscopie électronique et on voit donc les cellules qui se sont bien alignées, qui ont des pigments à l'intérieur, hein, les taches noires que l'on voit dans ces cellules, ce sont voilà, merci Julien, ce sont les pigments. Et juste en dessous, vous avez la membrane biologique. À droite, vous avez une photo qui représente à peu près la même chose. Et à gauche, vous avez en fait le patch hein, en culture, dont on voit qu'il est pigmenté et toutes les cellules ont rempli en fait toute la surface puisqu'elles s'accrochent les unes aux autres, elles forment vraiment cette palissade, hein, cet épithélium, ce petit patch qui va ensuite être greffé. Alors, diapositive suivante. Donc voilà une vidéo qui vous montre donc ce fameux patch. Alors ce patch, il est un petit peu souple.
il a tendance à se replier un petit peu sur lui-même. Donc, pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir le découper à la bonne taille, on a enrobé ce patch dans de la gélatine. Hein, c'est ce que vous voyez qui brille un petit peu sur cette vidéo. On va découper un petit patch qui fait 5 mm sur 3 mm, donc c'est tout petit. On le fait au format carte SIM pour garder l'orientation. Les cellules, elles ont un haut et un bas, donc il ne faut pas se tromper, il ne faut pas le mettre à l'envers. Et pour pouvoir injecter ce patch, on va utiliser un système, alors le film a un petit peu de mal, qui est un système, vous voyez, qui s'ouvre, qu'on peut refermer, qu'on utilise d'habitude pour faire les opérations de la cataracte. Et donc, on va mettre ce système dans une petite seringue, hein, dans un système d'injection. Le patch se replie, hein, un peu comme une feuille ou comme un tapis. Et on le voit progresser donc, dans le système d'injection. Il y a un piston, le patch va progresser. Alors, il faut imaginer que le chirurgien a fait un petit trou sous la rétine hein, pour pouvoir injecter ce patch. Et lorsque le patch va sortir de l'injecteur, il va se déplier. Et ça, c'est, alors on le voit, on l'a un peu raté, le dépliage, mais c'est pas grave. Voilà, on le voit se déplier. Parce que en fait, la gélatine donne de l'élasticité à l'ensemble. La gélatine, elle protège les cellules et elle donne un peu, voilà, on le voit, hein, qui se déplie et donc qui va se déplier et se mettre en place sous la rétine. Alors, diapositive suivante. Alors, on a vérifié évidemment que ce patch était capable de préserver, hein, je vous rappelle que l'idée c'est de préserver les photorécepteurs qui sont encore là. Donc, on a ici une photo qui représente une rétine normale à gauche et on voit tous les petits points blancs, ce sont les photorécepteurs. Une rétine malade au milieu où on voit qu'il n'y a plus de photorécepteurs, hein, ils ont tous disparu. Et lorsque l'on greffe le patch, eh bien, on arrive à préserver une partie de ces cellules photoréceptrices. Donc, on a bien une corrélation entre le fait de mettre le patch hein, et de préserver les photorécepteurs. Alors, diapositive suivante. Donc là, c'est juste pour vous montrer que pour évidemment aller en clinique, on a été obligé, un petit peu comme ce que vous a décrit Christine, on a développé un petit système pour éviter d'utiliser les pinces et les ciseaux. Donc, on a développé ce système-là. Et en fait, ce que vous avez représenté ici, c'est à gauche, vous avez le puits de culture dans lequel on a découpé avec un système de trépan le patch. Hein, donc, on voit très bien le forme de carte SIM. Et en fait, le patch, il est sur la gauche, hein, au-dessus de la petite flèche là. Et on l'a coloré en rose ici pour pouvoir le visualiser. Et donc, diapositive suivante. Voilà. Et voilà le patch implanté hein, dans un œil. On voit bien qu'il est sous format carte SIM, qu'il est bien implanté, bien en place. Et on va implanter ce patch au niveau de la région centrale pour essayer de préserver au maximum la vision centrale. Donc ça, on a fait tout un tas d'expériences. Ce programme a duré pratiquement 10 ans. Et on a reçu en 2019 l'autorisation de démarrer un essai clinique. Donc ici, je vous ai remis un petit peu le résumé de toutes les étapes que l'on a dû faire pour démontrer que le produit était fonctionnel, qu'il était bien toléré chez l'animal. Et donc, on a commencé l'essai clinique. Donc, diapositive suivante. Donc autorisé en janvier 2019. Et on a démarré, diapositive suivante, on a démarré un essai clinique. Donc cet essai clinique, il se déroule à l'hôpital des 15-20 à Paris, c'est à côté de Bastille. C'est un essai de phase 1-2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller regarder essentiellement la sécurité et la tolérance, mais qu'on va quand même essayer de regarder un petit peu d'efficacité. Alors, on ne s'adresse pas à tous les patients qui ont les rétinites pigmentaires, on s'adresse aux patients qui ont des mutations spécifiques, LRAT, MRTK, alors plus RPE65 pour le moment, et ça représente malheureusement pour l'instant que 5% des patients.
on a deux cohortes. Une première cohorte de 2 patients avec une acuité visuelle qui est très faible. Ces patients, on voit la lumière, hein, mais c'est à peu près tout. Et donc, chez ces patients, c'est tester vraiment la sécurité et la tolérance, même si on peut avoir des bonnes surprises en termes de bénéfices. Et puis, sur la cohorte 2, qui va être de 10 patients, on va aller chez des patients qui ont une acuité visuelle un petit peu meilleure et surtout chez qui il y aura encore des photorécepteurs pour qu'on puisse les préserver. Donc l'idée sur cette deuxième cohorte, c'est éventuellement d'évaluer une efficacité préliminaire du patch. Alors où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui? On a greffé 2 patients de la première cohorte en septembre et en octobre 2019, donc ça fait déjà pratiquement 2 ans hein, que ces patients ont été greffés, ils vont bien. Les patients sont sous immunosuppression pendant 1 an et puis ensuite on arrête. Donc les 2 premiers patients ne sont plus sous immunosuppression, ils vont bien, il n'y a pas d'effet négatif du patch. Il n'y a pas énormément de récupération fonctionnelle, mais encore une fois, ce sont des patients qui étaient très atteints, donc on n'attendait pas énormément de choses au niveau fonctionnel. Et donc sur la cohorte 2, pour l'instant, il y a 3 patients qui ont été greffés en octobre 2020, puis en février et en avril 2021. Et ces patients, là aussi, pour l'instant, vont bien. C'est encore un petit peu tôt pour évaluer les éventuels bénéfices. Mais ces patients vont être suivis pendant 5 ans au total. Hein, donc, on espère pouvoir avoir des effets dans l'année ou les 2 ans qui suivent la greffe. Et donc, diapositive suivante, je pense que je suis arrivée à la fin. Voilà, et donc je réponds éventuellement avec mes collègues à toutes les questions que vous pourrez avoir sur ce qu'on vous a présenté. Et je vous remercie de votre attention. Oui, merci. En fait, vous allez maintenant pouvoir poser vos questions. Vous avez un chat sur le côté, donc vous pouvez soit écrire les questions, soit lever la main en haut, dans le bandeau tout en haut. Vous avez, quand vous passez sur la bulle, une petite... non, vous avez un petit bonhomme avec une petite main. Vous pouvez lever la main, en fait, pour qu'on voit que vous posez des questions. Sinon, vous pouvez allumer vos micros et on va espérer de pas tous parler en même temps. Mais j'ai déjà une question pour toi, Christelle. Je vais peut-être remettre ma caméra, ce sera peut-être plus sympa. En fait, il y a... Monsieur ou Madame Daudignon, je ne sais pas, qui dit bonjour et merci pour cette conférence. Comment peut-on intégrer le protocole d'essai sur les rétinites pigmentaires en fait? Alors, cet essai clinique, il est mené donc par les cliniciens de l'hôpital des 15-20 à Paris et c'est eux qui vont en fait décider si les patients sont éligibles à l'essai clinique ou pas. Alors, ça dépend évidemment, premièrement, du type de mutation. Hein. Je pense que vous avez bien compris que pour l'instant, malheureusement, on n'arrive pas à couvrir l'ensemble des rétinites pigmentaires hein, avec notre produit. On y travaille, évidemment, hein, comme Julien l'a présenté sur les pathologies de la peau. On essaye de fabriquer les autres types de la rétine et notamment les photorécepteurs de façon à couvrir plus de rétine pigmentaire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, le premier critère, ça va être le type de rétinite pigmentaire dont vous êtes atteint. Et ensuite, il y a d'autres critères d'inclusion comme l'acuité visuelle, comme l'âge. Hein. Cet essai s'adresse à des personnes qui ont entre 18 et 65 ans. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères et ce sont les cliniciens qui décident. Donc, si c'est votre cas ou si vous avez d'autres questions, peut-être que le plus simple, c'est de me joindre par email. Hein. Je peux donner mes coordonnées par email et puis qu'on en discute de façon plus précise par email. Mais c'est les cliniciens qui font ce travail-là. Ce que je vous propose, c'est que monsieur ou madame Daudignon, là, qui a posé la question, si vous voulez poser d'autres questions à Christelle, vous nous répondez dans le chat et je vous envoie l'email de Christelle. Je m'en occupe, Christelle.
D'accord, super. Sinon, je peux effectivement donner mon email. Enfin voilà, mais parfait. Tu fais l'intermédiaire. Ouais. Il y a une question de Karine Fonbonne qui a levé la main. Donc, Karine, tu peux Oui, voilà, merci ouvrir ton Elia. micro. De rien. Merci Elia. C'était une question pour Julien. Bonsoir. J'ai raté un petit peu le début de l'apéro. Est-ce que vous avez parlé pour de l'épidermolyse bulleuse au début? Alors, c'est une des maladies qui sont effectivement étudiées à ISTEM, mais comme c'est plutôt la spécialité de Christine, je vais peut-être plutôt passer la parole à Christine qui pourra vous répondre mieux que moi. Ok. Pour l'épidermolyse bulleuse, oui, dans l'équipe, on s'y intéresse, mais avec des approches plutôt pharmacologiques. On essaye de mieux comprendre la pathologie et on essaye d'identifier des molécules thérapeutiques qui pourraient traiter cette pathologie. D'accord, ok. Bon, merci. Parce que ça serait trop compliqué en cellules souches. Alors, juste pour l'instant, ce qu'on développe pour les greffes de peau, c'est avec des cellules allogéniques. Ouais. Et malheureusement, pour l'épidermolyse bulleuse, on n'a pas seulement besoin d'un pansement temporaire. C'est une maladie génétique avec, j'allais dire, un défaut au niveau de protéines qui permet l'adhésion entre le derme et l'épiderme. On a besoin que la greffe soit permanente. Et pour l'instant, on ne sait pas combien de temps notre greffe va perdurer chez les patients, car ce sont des cellules allogéniques. D'accord. Parce qu'il y avait eu, il y a quelques années, un cas en Allemagne sur un enfant, c'était des cellules souches. Oui, mais c'était une greffe autologue. Ils avaient pris des cellules de la peau de l'enfant, ils avaient mis ces cellules en culture et ils avaient corrigé génétiquement ces cellules. À part de la thérapie génique, ils avaient amplifié ces cellules, ils les avaient regreffées à l'enfant. D'accord. Et vous, en France, avez-vous eu un retour de cet essai sur cet enfant? Alors, cet essai a été très positif. Il y a en France également, j'allais dire, ce même type d'essai qui est en essai clinique pour des patients atteints d'épidermolyse bulleuse dystrophique avec le professeur Alain Hofnagnan. D'accord. Ok. Ben, je vous remercie. Alors, il y a une autre question de Laurine qui dit « Bonjour et merci d'avoir partagé votre travail. Est-ce qu'il est envisageable d'utiliser les greffes d'épiderme pour les escarres des personnes âgées ou alitées ?» Oui, il n'y a pas de raison. Du coup, ce qu'on est en train de développer avec Julien, avec la partie épiderme et derme, pourrait être utilisé pour ce type d'escarre, oui. Ça permettrait, ça aiderait à la cicatrisation des escarres des personnes âgées, oui. Oui, dans le cadre de l'utilisation, enfin, dans le cadre par exemple, des ulcères de pied diabétiques dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement une pathologie qui est très impactante parce que les personnes doivent être alitées et immobilisées pendant longtemps. Donc, effectivement, comme l'a dit Christine, ça pourrait éventuellement être généralisé à ce type d'application aussi. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Laurine vous remercie. Est-ce que vous souhaitez poser des questions aux chercheurs qui sont là? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez qu'on reprécise? Voilà, bonsoir. En dehors des applications présentes ce soir, les cellules souches sont-elles applicables à la reconstruction de tissus musculaires? Tu veux répondre, Christelle? Qui c'est qui s'y colle? Alors, la problématique du muscle, c'est que c'est un organe qui est très grand. Et donc, en fonction des pathologies musculaires, il est difficilement concevable pour l'instant de pouvoir restaurer un muscle entier avec des cellules souches. Ça nécessiterait un très grand nombre d'injections. Par contre, c'est envisageable pour des petits muscles
des sphincters, par exemple. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste du muscle, hein, mais voilà, ça pourrait être envisageable pour des sphincters ou des petits muscles, hein, comme, je ne sais pas, le muscle du pouce, ou voilà, qui pourrait être applicable. Par contre, effectivement, alors même si bon, y en a qui l'envisagent, mais nous, avec les cellules souches, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas tellement envisagé parce que très compliqué techniquement. Donc la thérapie cellulaire pour l'instant du muscle avec des cellules souches, il y a, à ma connaissance, je ne sais pas si Julien et Christine voudront compléter, mais à ma connaissance, il n'y a pas de thérapie cellulaire avec des cellules souches pluripotentes pour le muscle, hein. Ça demande vraiment un challenge technique trop important. Merci Christelle. Je regarde. Donc Florence, je pense qu'on a répondu à votre question. Voilà, elle dit merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Je crois qu'il y a Stéphane Travers qui a levé la main. Ah, je ne l'ai pas vu. Je vois une petite main. Merci. Stéphane, vous pouvez poser votre question. Il faut que vous allumiez votre micro. Stéphane? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai autorisé votre micro, donc je ne sais pas. Écoutez, je crois que vous êtes parti ou vous n'arrivez pas à allumer votre micro. Bonjour, excusez-moi, j'avais un problème de manipulation. Je me présente donc, oui, Stéphane, enchanté. Je suis suivi au 15-20 et donc moi j'ai une maladie de rétine pigmentaire, une choroïdérémie. Et je voulais savoir à peu près, vous pensez évoluer dans les différents types, dans combien d'années? Est-ce que c'est des recherches à court terme, moyen terme ou long terme? Alors effectivement, pour la choroïdérémie, c'est encore autre chose puisque c'est les vaisseaux et les RPE qui sont atteints. Enfin, c'est la communication entre les deux. Alors pour la choroïdérémie, il y a des approches de thérapie génique qui sont en cours. Notamment dans l'équipe de Montpellier. Alors nous, au laboratoire, ce qu'on a commencé à faire, c'est d'essayer effectivement d'obtenir ces cellules de la choroïde et de les mettre en présence des RPE, donc d'essayer de reconstituer cette partie-là de la rétine pour justement essayer de comprendre quels sont les mécanismes de communication qu'il existe entre les deux cellules. Donc nous on démarre. Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué d'essayer de donner une échelle de temps hein, sur le développement. On se trompe souvent, c'est-à-dire que pour le programme là que je vous ai présenté, on pensait qu'on irait un petit peu plus vite et finalement ça nous a quand même pris 10 bonnes années. En même temps, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent et qui évoluent assez vite dans la rétine. Donc je vais me lancer, je vais dire peut-être entre 5 et 10 ans, mais c'est compliqué de vraiment donner un temps et de s'y tenir, que ce soit pour la rétine, que ce soit pour la peau, c'est toujours un petit peu compliqué. Et malheureusement, le temps du chercheur, le temps de la recherche est toujours trop long pour les patients, ce qu'on entend parfaitement. Mais bon, voilà, il y a quand même pas mal d'espoir d'arriver à reconstruire, que ce soit des rétines ou des peaux, avec maintenant les nouvelles technologies autour de la 3 dimensions, des imprimantes 3D, etc. Toutes les nouvelles technologies auxquelles on peut avoir accès. Donc ça peut être entre 5 et 10 ans en espérant que j'ai tort et que ça puisse aller plus vite, mais c'est compliqué de donner une échelle de temps. Je comprends. Il y a aussi une autre question
combien de temps cela prend-il de fabriquer une greffe pour un patient? Est-ce qu'une production de masse sera possible et hors de votre laboratoire et hors de vos laboratoires? C'est Laurine qui pose cette question. Et je pense que Laurine, c'est elle qui avait posé la question sur les greffes d'épiderme pour les escarres des personnes âgées ou alitées. Donc, je pense que c'est des questions qui sont plutôt dédiées à Julien et à Christine. Est-ce que vous voulez que je les répète, les questions? La question? Non, C'est bon, on entend. C'est bon? Donc, allez-y. Pour produire la banque de kératinocytes, il faut à peu près 2 mois. Ensuite, il faut mettre ces kératinocytes sur cette matrice pour former un épiderme. Il faut à peu près encore 15 jours. Donc, il y a à peu près 2 mois et demi de production pour arriver à avoir un épiderme. Alors, la production de masse, on y travaille. C'est le travail de Julien où il va automatiser ces process de production de cellules pour arriver à en faire en grande quantité, mais hors de nos laboratoires. Et là, avec des partenaires industriels pour nous aider à développer l'ensemble de ces process. Julien, si tu veux compléter. Oui, je ne vais pas reparler de la première partie du temps de production, mais effectivement, comme je présentais avec l'automate de culture, on a différentes technologies qui, on espère, permettront de faire de la production à beaucoup plus grande échelle. Et puis, l'idée du programme, c'est aussi de pouvoir essayer de ne pas faire des productions à façon à chaque fois qu'un patient arrive, puisque comme Christine vous l'a dit, ça prend longtemps quand même, plus de 2 mois, entre 2 à 3 mois. Donc si à chaque fois qu'un nouveau patient a besoin d'une greffe et qu'il faut passer 3 mois à produire le greffon, c'est difficilement compatible avec parfois, dans certaines applications, la survie même du patient. Donc l'idée, c'est d'essayer de pouvoir faire des productions massives qu'on pourra stocker de manière stocker par exemple dans des congélateurs et qu'on pourra utiliser quand le besoin s'en fait sentir. Mais effectivement, la production ensuite sera faite chez nos partenaires, pas chez nous. Nous, on fait le développement et la montée en échelle et ensuite la production sera transférée vers nos partenaires. Ok, merci à vous deux. Une autre question vient d'arriver de la part de Fanny. Est-ce que la réponse donnée par Madame Monville sur le tissu musculaire est valable aussi pour les cellules cardiaques? Alors non. Alors non, puisque effectivement, il y a un essai de clinique qui a été réalisé en France par le professeur Philippe Ménaché à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, où à partir de cellules souches pluripotentes, donc de cellules souches embryonnaires pour le coup, il a généré des progéniteurs cardiaques et il a effectivement greffé ces progéniteurs cardiaques. Donc il en a fait là aussi un petit patch avec de la fibrine, qui est à peu près le même constituant qui a été présenté par Christine et Julien. Il en a fait un petit patch qu'il a greffé donc, chez des patients qui étaient en insuffisance cardiaque. Ceci en même temps que ces patients avaient un pontage coronarien. Donc là aussi, l'idée c'était de voir la sécurité et la tolérance de ces cellules souches, enfin de ces cellules progéniteurs cardiaques issus de cellules souches. Alors ça s'est très bien passé, il a greffé de mémoire, je crois que c'est 6 ou 7 patients. Donc ça s'est plutôt bien passé, les patients ont bien toléré le patch. Il y a eu un effet fonctionnel, mais qui est sûrement dû plus au pontage qu'aux cellules en elles-mêmes. Et en fait, ce dont ils se sont aperçus dans cet essai, c'est que les cellules qui étaient greffées mouraient assez vite. Et donc, elles ne s'intégraient pas au tissu. Et donc, il y avait sûrement un phénomène un petit peu différent que la survie de ces cellules et qu'il y avait peut-être que les cellules, elles mouraient en 2 jours, en 1 ou 2 jours, et que finalement, elles avaient le temps de relarguer des choses avant de mourir qui peut-être amélioraient la fonction cardiaque.
Donc, c'est une thérapie cellulaire, mais dans laquelle les cellules ne vont pas s'intégrer au tissu, mais elles vont relarguer des molécules ou des éléments qui, elles, vont aller faire du bien au tissu qui doit être réparé. Donc, c'est un petit peu ce sur quoi maintenant on travaille aussi en parallèle, c'est qu'on s'aperçoit que les cellules, elles sont capables de fabriquer des choses et que ces choses vont avoir un bénéfice sur le tissu. Donc, finalement, on a aussi cette approche, hein, c'est une thérapie cellulaire, mais dans laquelle les cellules vont protéger de manière transitoire. Voilà. Merci. Alors, vous avez des messages de remerciement de la part de Laurine qui dit d'accord, merci à vous trois pour votre travail et de le faire partager, c'est passionnant. Stéphane dit merci à vous trois pour votre présentation à chacun, très intéressante, vos explications et surtout pour vos recherches, bon courage. Et Fanny dit merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin. On va peut-être prendre une dernière question. Il nous reste 4 minutes d'intervention, mais si vous n'avez pas d'autres questions, je vais conclure, peut-être. Est-ce que Christelle, Christine ou Julien, vous voulez ajouter quelque chose en conclusion? Non, merci à tous d'avoir assisté aux présentations et puis pour ces questions très intéressantes. Alors, je vais juste dire un petit mot avant de vous quitter et de clore cet apéro labo. Donc, merci à vous trois d'abord, à Christelle, à Christine et à Julien, pour cet apéro qui a été passionnant puisqu'il y a eu plein de questions. Alors, un petit message à tous les participants. Vous savez que les apéros labo, eh bien, se poursuivent demain et encore jusqu'à vendredi soir. Vous pourrez retrouver, si vous le souhaitez, des infos utiles sur le site de la Fête de la Science. Alors, au nom de la FM Téléthon, des familles, des malades qu'elle représente, vous êtes peut-être donateur, vous êtes peut-être investi dans une animation Téléthon, ou vous êtes peut-être bénévole. En tout cas, si vous avez envie de nous rejoindre et de soutenir ces chercheurs qui sont sur la voie des thérapeutiques, eh bien, vous pouvez nous rejoindre. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Téléthon aura lieu les 3 et 4 décembre prochains. Si vous voulez participer, soutenir ou faire un don, il faut aller sur le site de l'AFM Téléthon, afm-téléthon.fr. Je vous dis à bientôt. Merci et puis bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt. Merci bien. Bonne soirée à tous. Merci Elia, merci Christine, Julien, Christelle. Merci beaucoup.